Le vol Alitalia 404 Milan-Zurich met 30 minutes pour atteindre sa destination. Un vol court qui n'appelle pas de commentaires. Enregistrement, carte d'embarquement, accès à bord, clientèle un tantinet plus chic en classe business qu'en économie. Bref, la routine. Chacun se voit déjà à la maison. Un vol tout à fait banal comme il y en a X fois par jour. Même en ce 14 novembre 1990, rien ne semble annoncer, peu de temps encore avant l'atterrissage, que cette routine quotidienne va brutalement prendre fin. Decidiamo di non fumare, di controllare la chiusura del tavolinetto, di porre lo schienale della poltrona in posizione verticale e di mantenere le cinture allacciate fino a quando l'apposito segnale verrà spento. Alitalia ringrazia i signori passeggeri. Vers 20h13, heure locale, le DC-9 frôle les premiers arbres au-dessus du village de Weilach, perd son aile droite, se retourne sur lui-même et va s'écraser au pied du Stadlerberg, là où la pente de la forêt se fait plus raide. Les pompiers de l'aéroport parviennent sur le lieu du sinistre en un temps record. Ils ont répété maintes et maintes fois les exercices de sauvetage. Toutes les manœuvres s'effectuent rapidement et sans accroc. Et pourtant, rien n'y fait. Les 40 passagers et les 6 membres de l'équipage ont perdu la vie. Et leurs proches n'auront pas eu la moindre chance de leur faire leurs adieux. En ce 15 novembre, la lumière diurne fait apparaître une tranchée que l'avion a creusée sur le flanc nord du Stadlerberg. Les familles des victimes éprouvent toutes un profond chagrin, mais aussi une sourde colère à la vue de ces débris qui recèlent les causes de l'accident. On est encore sous le choc, mais bien vite, on se demande pourquoi l'appareil s'est écrasé. Dès lors, la Commission fédérale d'enquête sur les accidents d'avion, qui dépend directement du Conseil fédéral, met en branle tout un système complexe d'investigation. Les premières traces révèlent qu'on peut d'emblée exclure tout acte de terrorisme. Apparemment, le DC-9 était sous contrôle lorsqu'il a heurté la colline du Stadlerberg. On a retrouvé l'enregistreur des données de vol, de même que celui des conversations dans le cockpit. Et tous deux ont été envoyés en Angleterre pour analyse. L'enregistreur de vol, qu'on appelle généralement boîte noire, est en réalité de couleur jaune. Extrêmement résistant au choc, cet appareil peut tenir sans se détériorer 36 heures à 6000 mètres sous la mer et 30 minutes à une température de 100 degrés. Les données de vol de l'avion Alitalia ont donc été recueillies sur bande magnétique. À l'inverse de l'enregistreur des voix, elles ont pu être analysées sans problème. La boîte noire confirme qu'au moment du heurt, le DC-9 se trouvait en position d'atterrissage normal. Voici le taux de descente qui baisse constamment, mais on verra justement qu'il indique une altitude de 3 à 400 mètres plus basse que la normale. Et voici la trajectoire d'atterrissage correspondant exactement à l'axe d'alignement de la piste. Il est intéressant de constater qu'une vingtaine de secondes avant le choc, l'avion a redressé le nez, puis l'a vivement rabaissé, ce qui correspond à une relance des deux réacteurs, immédiatement suivie d'une décélération. Les débris du DC-9 ont été rassemblés dans un hangar à l'aéroport de Zurich-Kloten et disposés conformément au plan de l'avion. Ce cimetière de décombres aide les personnes qui travaillent ici à rechercher les causes de l'accident. Ces débris détiennent toutes les informations à l'état embryonnaire. Et c'est d'abord grâce à ces chercheurs que les investigations pourront progresser.
Dans les locaux du service scientifique de la police municipale de Zurich, des moyens technologiques de pointe permettent d'analyser les moindres traces. Les spécialistes qui travaillent ici jouissent d'un grand prestige dans le monde entier et sont de plus en plus appelés à élucider les causes d'accidents d'avion. Joignant la précision de la science à leur flair toujours en éveil, ils examinent minutieusement à la loupe les moindres fibres, éclats, gouttelettes ou éraflures. Ils étudient des soudures froides, inspectent des conduites de câbles carbonisés, repèrent des pannes dans les circuits électriques. Dans le cas du vol à l'Italia, ils se sont concentrés très vite sur les instruments de navigation pour rechercher les causes de l'accident. Mais ils ont procédé en tout premier lieu à la mise à plat des pièces retrouvées. Ici, vous avez le plan de l'endroit où l'avion s'est écrasé. Nous avons numéroté toutes les zones où sont tombés les morceaux et nous les avons retranscrites ici. C'est là que se trouve le plus grand amas de débris. Et là, l'approche vue de côté. Ici, l'avion a fauché les premiers arbres. Et là, la seconde série d'arbres, avec l'aile gauche. Les découvertes les plus importantes sont l'enregistreur de vol et celui des conversations dans le cockpit. Pour notre enquête, il est très important d'avoir retrouvé l'indicateur de situation horizontale du commandant, ici près de la zone A2. C'est ainsi qu'on a retrouvé dans le bourbier de la forêt l'indicateur de situation horizontale, ou HSI, un instrument de navigation du commandant. Il s'agit là d'une découverte d'une importance capitale. Voici l'instrument qui est en partie démonté. C'est comme ça que le voit le commandant. Au-dessus, il y a 2 tambours de mesure de distance. Et là au-dessous, un indicateur d'alignement de descente. Ce sont les éléments essentiels. En ce qui concerne les tambours de mesure de distance situés au-dessus de l'HSI, les chercheurs ont vu au microscope que tous les chiffres portaient des traces d'abrasion, ce qui laisse supposer que pendant le crash, les 2 tambours tournaient. Nous verrons la signification de ce détail au cours de l'enquête. Mais l'attention des spécialistes est surtout attirée par le cadran d'affichage de l'alignement de descente qui est détaché du HSI. Le microscope révèle des traces de griffures susceptibles d'influencer considérablement le cours de l'enquête. Nous avons reconstitué ici les traces que nous avons vues au microscope en respectant l'échelle. Ici, l'aiguille est probablement retombée à 0 lorsque l'avion a percuté les premiers arbres. Là, il s'est produit d'autres déviations. Donc, au moment de l'accident, l'aiguille aurait dû se trouver dans cette position. Le fanion, indiquant que l'instrument ne fonctionne pas, est probablement resté caché derrière le masque. Nous n'avons ici aucune trace rouge, si ce n'est derrière le masque. L'équipage a donc pu croire en toute bonne foi qu'il s'agissait d'une indication. Les conclusions des chercheurs zurichois confirment les hypothèses du groupe de travail qui s'occupe de ce qui s'est passé dans le cockpit. Parmi les divers scénarios possibles, on entrevoit de plus en plus l'éventualité d'une erreur dans l'affichage de l'alignement de descente. Compte tenu de cette hypothèse, les instruments sont montés dans un simulateur de DC-9 en Grande-Bretagne. Il est possible de reconstituer précisément l'accident du vol Alitalia 404 en se basant sur les données de la boîte noire, de l'enregistrement radar et de l'enregistreur des conversations dans le cockpit. Nous avons introduit dans le simulateur une signalisation, ce qu'on considérait jusqu'alors comme impossible. Et vous voyez, ça a très bien fonctionné. Nous avons procédé à l'approche
à plusieurs reprises avec le simulateur et son pilote automatique. Et à chaque fois, ça a joué. Malheureusement. Afin de comprendre exactement ce qui s'est passé, nous approchons de jour la piste 14 pour un atterrissage aux instruments. À ce stade, nous nous trouvons à une hauteur d'environ 4000 pieds et nous distinguons tout à fait le Stadlerberg et la piste. L'atterrissage aux instruments fonctionne grâce à deux émetteurs. L'un d'eux, qu'on appelle le localiseur, définit l'axe de la piste. L'autre émetteur, situé au début de la piste, envoie un faisceau d'ondes radioélectriques formant un angle ascendant de 3 degrés qui détermine la pente de descente. La ligne d'intersection des faisceaux de ces deux émetteurs donne l'alignement de descente permettant d'atteindre le seuil de la piste. L'axe de la piste se trouve un peu sur notre gauche, comme l'indique l'aiguille jaune de notre instrument, qui s'est également déplacée vers la gauche. Elle revient vers le centre lorsque nous sommes sur le localiseur, donc en prolongement de l'axe de piste. Ici, la pente de descente est encore au-dessus de nous, donc l'aiguille rouge de la pente de descente se trouve encore en haut du cadran. Nous continuons de voler tout droit et lorsque l'aiguille rouge clignote au milieu du cadran, nous rencontrons la pente de descente. En d'autres termes, la piste se trouve exactement dans le réticule. Notre instrument nous permet de lire la distance qui nous sépare de la piste, 8000. Nous sommes donc ici à 8000 du seuil de la piste, là où le vol Alitalia se trouvait le 14 novembre, peu après 20 heures. Il faisait nuit noire, mais l'éclairage de la piste était facilement repérable. L'instrument de navigation montre que les deux aiguilles du localiseur et de la pente de descente sont au centre. L'appareil devrait donc se trouver sur la trajectoire de descente. Nous nous trouvons effectivement sur l'axe de piste, mais la trajectoire de descente se situe à plus de 1000 pieds au-dessus de nous. La signalisation est donc fausse. Et si on garde constamment le même taux de descente, il est évident que le pilote automatique mènera tout droit l'avion dans le Stadlerberg. L'enquête sur l'accident se concentre désormais sur les instruments de navigation. Les documents techniques du DC-9 indiquent qu'après le retour de Francfort et avant le vol pour Zurich, 2 récepteurs de navigation ont été remplacés à Milan suite à de légères défaillances. Nous avons reconstitué le remplacement d'un récepteur semblable. Tout comme notre instrument ici, les 2 récepteurs provenaient du dépôt des pièces de rechange et ont été installés dans le ventre du DC-9 par 2 mécaniciens d'Alitalia. Aucun indice concret ne permet de supposer que le remplacement des instruments n'a pas été correctement effectué. Rien n'indique non plus que l'un des récepteurs se trouvait déjà dans un état défectueux en arrivant du dépôt. Entre-temps, on a fini par découvrir un motif de défaillance possible en manipulant des instruments semblables. À la suite d'un court-circuit artificiellement provoqué à l'intérieur du récepteur, l'indication de trajectoire de descente s'est trouvée au centre, sans qu'apparaisse de fanion d'avertissement. Le processus de remplacement prescrit comprend également un test de fonctionnement. En pressant un bouton, on déclenche un signal de test interne permettant de contrôler artificiellement les récepteurs du localiseur et de la pente de descente. Le mécanicien doit alors surveiller le déroulement du test sur l'instrument correspondant dans le cockpit. Là non plus, il n'existe aucun indice de procédure défectueuse de la part des 2 employés d'Alitalia. De plus, après le test et conformément aux prescriptions, l'appareil a été autorisé à procéder à une approche simulée au cours de laquelle les 2 instruments de navigation devaient être utilisés en même temps. De fait, le degré de destruction du récepteur ne permet plus de constater où, quand et comment la défaillance fatale s'est produite. Cette erreur ne suffit pas, à elle seule, pour provoquer un accident. Il y a tout de même dans le cockpit 2 pilotes qui disposent d'autres instruments et qui peuvent procéder à un double contrôle. Ils ont d'autres instruments qu'ils peuvent et doivent contrôler. Cet instrument défectueux n'est pas un élément suffisant, mais il est quand même très important, bien sûr. On aurait tort de croire que personne n'était informé des risques d'erreur dans la signalisation de la pente de descente. Un certain nombre de documents faisant tout à coup surface prouvent que cette défaillance était connue depuis longtemps. En 1975, Collins, le fabricant, avait non seulement signalé ce défaut, mais il avait expressément recommandé qu'on procède à des transformations. Or, Alitalia n'a pas suivi ce conseil. En 1984, Douglas, le constructeur de l'avion, indique cette défaillance noir sur blanc. Mais en fait, il s'agit d'une simple lettre à ses clients et non d'un communiqué aux autorités du contrôle aérien. De plus,
il est possible que cette forme de circulaire n'ait pas suffisamment attiré l'attention d'Alitalia. À cette date, seuls les avions de la filiale d'Alitalia ATI étaient équipés du fatal instrument du constructeur Kings, également décrit dans la lettre. Et ce n'est qu'en 1989 que certains avions d'Alitalia en ont été dotés, au moment où la société mère a repris les appareils d'ATI. Il aurait encore été possible d'arranger cette affaire en 1985, lorsque Douglas a organisé des séminaires de recyclage auxquels ont pris part certains pilotes d'Alitalia et d'ATI. Mais malgré toutes ces lettres et ces mises en garde, les deux pilotes du funeste DC-9 n'ont jamais eu connaissance des éventuelles défaillances que pouvait présenter la signalisation de leurs instruments de navigation. Der Betreiber von der Flugzeuge, in diesem Fall jetzt Alitalia, hat von dem gewusst. Alitalia était au courant, mais elle a renoncé à en informer les pilotes. Ihrer Meinung nach ist in den Verfahren... Selon elle, le problème était déjà couvert par la procédure de vol. Mais maintenant, ces défaillances ont été consignées dans les manuels de vol. Maintenant, oui. On s'est rendu compte qu'une telle situation n'était pas forcément reconnue par la couverture théorique de la procédure de vol. Il vaut mieux que chaque pilote sache tout ce qu'il est possible de faire avec son avion. Sur le Stadlerberg, l'herbe recouvre lentement la cicatrice provoquée par le crash. Contrôle d'approche Zurich-Kloten. Ici, les contrôleurs du trafic aérien surveillent et dirigent à l'aide de leur écran radar les avions qui se trouvent à proximité de l'aéroport. Ils sont en contact radio avec les pilotes, tout en coordonnant les mouvements des avions avec d'autres aiguilleurs à d'autres postes de travail. Ici, le soir du 14 novembre 1990, il y a deux postes de travail qui fonctionnent après 20 heures, conformément à la procédure. L'un est prévu pour les appareils qui décollent et l'autre pour ceux qui arrivent. Depuis un quart d'heure environ, l'aiguilleur assigné aux approches, en d'autres termes à l'arrival, a beaucoup à faire. Il s'agit pour lui d'assumer le trafic habituel qui est toujours relativement complexe à ce moment de la journée. Environ 5 minutes avant l'accident, le Finnair 863, l'Alitalia 404, le Business Jet Rabbit 932, le Lufthansa 1834 et l'avion École Horizon 812 se trouvent dans le secteur de responsabilité du contrôleur. Tout l'art de l'aiguilleur consiste à amener les appareils dans l'ordre cité précédemment, en prolongement de l'axe de piste et à des intervalles les plus brefs possibles. Pour ce faire, les avions sont transférés dans le système d'atterrissage aux instruments. De plus, le contrôleur leur assigne les hauteurs de vol, les directions de trajectoire et les vitesses correspondantes. Alitalia 404, descend to 4000 feet, turn right heading 110, clear dial at approach runway 14, QNH 1019. 1019, 4000 feet, right turn 120 to intercept runway 14. Maintain 210 404. 210, maintain. Rabbit 932 desired, required speed 220. Rabbit 92, speed 220. Lufthansa 1834, reduced to 220. Speed 220, 1834. Ici, le rôle du contrôleur du trafic aérien est essentiellement de canaliser les appareils prêts à atterrir. En d'autres termes, il faut qu'il y ait le plus d'avions possible qui se posent, dans le laps de temps le plus bref possible, sans volte d'attente. C'est la conséquence d'un trafic aérien qui devient de plus en plus dense. Quand on guide simultanément 3 avions de ligne, un avion léger et un avion à hélice lent, il y a intérêt à maintenir les différentes distances minimales prescrites entre les appareils. Le soutien de l'informatique entre ici en jeu. Comme information sur son écran radar, l'aiguilleur a non seulement la position de l'appareil, mais aussi sa vitesse et son altitude. Le chiffre 0,51 sous ASA 404 donne l'altitude de l'avion, soit 5100 pieds, et à côté, le chiffre 24 indique la vitesse, soit 240 nœuds. Alitalia 404, reduced to 180. Reducing now 180, 404. Lufthansa 1834. Lors d'une séquence d'approche, le contrôleur du trafic aérien voit l'image globale des avions qui se suivent et non chaque valeur numérique. Si avant le virage sur l'axe de piste, le maintien de l'altitude assignée est encore sciemment contrôlé, en phase d'approche finale, l'aiguilleur veille d'abord aux distances qui séparent les avions, d'autant plus qu'il appartient désormais aux pilotes, une fois qu'ils sont établis sur la trajectoire de descente,
de procéder eux-mêmes à une approche d'atterrissage correcte. L'échelonnement des appareils dans le prolongement de l'axe de la piste doit être juste du point de vue optique. Devant un tel foisonnement d'informations, il est possible de ne pas remarquer l'absence de certains chiffres si l'on n'y prête pas spécialement attention. Or, du point de vue optique, le vol Alitalia était toujours à la place qui convenait. Les intervalles étaient justes, et dans ses contacts radio avec le pilote, l'aiguilleur n'a jamais décelé l'ombre d'une incertitude, ce qui n'aurait pas manqué d'alerter immédiatement son attention. L'aiguilleur du trafic aérien a toujours l'image radar globale devant lui. Nous, par contre, nous pouvons rétrospectivement et en toute connaissance de cause, centrer notre attention sur les données d'Alitalia grâce à la caméra. Nous constatons que l'appareil descend constamment au lieu de rester encore pendant 3000 à 4000 pieds. Aucune réponse de Finnair. Rabbit 932 est autorisé à l'approche d'atterrissage. Rabbit 932, turn left heading 160, clear direct approach 14, report established. Left 160, call established, ILS 14, Rabbit 932. Tout paraît en place. C'est le moment de coordonner avec le deuxième contrôleur aérien la séquence d'envol d'un appareil qui démarre. Mais le vol Finnair finit par s'annoncer. 863, automark inbound. Yeah, change the tower 181, please. 181, 863, bound. À présent, c'est le vol Lufthansa qui pose des problèmes. Le contact radio est coupé. Il faut donc réitérer l'ordre de descendre et de réduire la vitesse. Sorry, Lufthansa 1834, you have been blocked out. I say again, descend to 4,000 feet, reduce to 180 knots. Sir, we are at 5 for 4,000, 180 knots, Lufthansa 1834. Horizon 812, turn right heading 040. Mais l'image optique correspond toujours à la normale. À présent, l'avion École Horizon est autorisé à se placer dans l'axe de piste. À ce moment-là, le vol Alitalia, qui a gardé la bonne distance par rapport à Finnair et se trouve presque à la même altitude que lui, est transféré sur la fréquence de la tour de contrôle. 1182 and goodbye. Rabbit 932, speed back 160. Roger, reducing Rabbit 932. Soudain, à la surprise générale, le signal radar du vol Alitalia a disparu. Effarés, les contrôleurs essayent de découvrir ce qui s'est passé. On appelle plusieurs fois le vol Alitalia 404, mais sans succès. Alitalia 404. On finit par demander au jet Rabbit 932 s'il a un autre avion devant lui à une distance d'environ 2000. Rabbit 932, do you have an aircraft in sight about 2 miles ahead of you? Standby. La réponse déclenche l'alerte générale. There is a fire on ground, but there's no traffic in sight. L'enregistreur des conversations dans le cockpit a été retrouvé presque au même moment que la boîte noire, mais il a fallu beaucoup plus de temps pour en analyser le contenu, car de par la position du microphone dans le poste de pilotage, de nombreux fragments de la conversation étaient difficilement compréhensibles. De plus, les pilotes s'entretenaient généralement en dialecte italien, et certaines de leurs manœuvres n'ont pu être identifiées qu'à l'aide de bruit. Mais ces enregistrements permettent de constater que les deux pilotes avaient l'air d'être totalement à ce qu'ils faisaient. Dans le cockpit, on ne parlait que des manœuvres de vol. D'ailleurs, le commandant, qui avait davantage d'expérience que son copilote, le lui faisait sentir. Il le traitait comme un élève plutôt qu'un alter ego. Le copilote semblait accepter ce rôle, d'autant plus qu'il avait gardé quelque temps devant lui la fausse carte d'approche, ce qui lui avait valu quelques remarques paternalistes de la part du commandant. Il n'y avait donc pas de travail d'équipe, véritable filet de sécurité en aviation. Le copilote était confiné à un rôle passif et n'était pas en mesure d'exercer véritablement la fonction de pilote de ligne. Dans ce simulateur, nous avons reconstitué encore une fois les 5 dernières minutes de ce vol fatal à partir de toutes les conclusions dont nous disposions. 1019, 4000 feet. Turn right heading 120 to intercept runway 14. Maintain 210, 404. 210 maintaining.
Le DC-9 se prépare à l'atterrissage, régler l'altimètre par rapport à la pression atmosphérique ambiante, se mettre en configuration d'atterrissage, prévoir de relancer les réacteurs. On a déjà convenu à l'avance de ce qu'on appelle une deuxième catégorie d'approche, car à l'initiative des mécaniciens à Milan, les 2 récepteurs de navigation ont dû être contrôlés. Les briefings des 2 pilotes sont incomplets. Les procédures de contrôle d'Alitalia qui ont été publiées ne sont pas observées. En dehors du commandant, l'équipage se comporte avec une certaine indifférence. C'est la routine. Il est possible qu'un rapide coup d'œil depuis le cockpit ait permis de repérer les balises lumineuses de la piste. Tout semble se dérouler comme prévu. On sent que dans le cockpit, le commandant qui occupe le siège gauche est très sûr de lui. De même lorsqu'il communique par radio avec le contrôleur aérien. En revanche, les commentaires du copilote révèlent certaines incertitudes. Allora facciamo radio approach. Vai. Italia 404 reduced to 180. Reducing now, 180, 404. Ce l'hai tu il glide? Sull'1 non ce l'ho. Benissimo, allora lo facciamo sull'1. Radio 1. Flaps. À ce moment-là, le processus de la catastrophe s'est déjà enclenché. Pour l'analyser, arrêtons le vol. Peu avant d'atteindre le prolongement de l'axe de piste, le commandant se met en approche. Ainsi, les 2 instruments de navigation sont branchés sur les 2 émetteurs d'axe de piste et de pente de descente. Lorsque le commandant demande à son copilote « Tu l'as, le faisceau de guidage », il est clair que tous 2 n'ont pas la même indication de trajectoire de descente. Sur le cadran du commandant, l'aiguille rouge est au centre, mais chez le copilote, elle n'est pas encore visible. Les 2 instruments sont sans fanion d'alarme. À ce moment-là, le DC-9 se trouve à environ 1500 pieds au-dessous de la trajectoire de descente. C'est donc l'instrument de navigation numéro 2 du copilote qui donne la bonne indication. Lorsque le commandant déclare « Passons sur la une », il décide sans procéder à une véritable analyse que c'est sa signalisation qui est la bonne. Dès lors, tous les instruments de navigation ne sont plus alimentés que par l'appareil numéro 1. À présent, toutes les indications de trajectoire de descente indiquent le centre, et le pilote automatique, s'appuyant sur ces données, dirige l'appareil comme si celui-ci se trouvait effectivement sur la pente de descente. Il n'est plus question de la 2e catégorie d'approche. L'équipage n'a l'air aucunement conscient du danger. Italia 404 reduced to 160 knots. Reducing 160. Capture, lock capture, glide path capture. Quindi siamo nel fascio catturato, un po' spostati, ma 970 anch'io. 160. Cancello e scrivo 5000. Le train d'atterrissage est sorti à environ 11 000 du début de la piste, quand l'avion est exactement dans le prolongement de la piste, mais environ 1200 pieds trop bas. C'est alors que le commandant dit au copilote Ce ne abbiamo uno abbastanza vicino, metti anche 150, se no va a finire che schiaffano una riattaccata. La catastrophe était-elle vraiment inévitable? En comparant les données sur d'autres instruments, on aurait pu la détecter. À 11 000 de la piste, l'altimètre indique une altitude de 2300 pieds. Sur la carte d'approche que chaque pilote garde à côté de lui, l'altitude d'un avion à une distance de 8 000 de la piste ne doit pas être inférieure à 2600 pieds. C'è ghiaccio? No, no, praticamente no. Ci abbiamo 10 gradi e 10 in terra. Flaps 25. Flaps 25. Check dell'outer marker è a 1250 piedi. Flaps 50, mettiamo 123. Bravo. .8, quasi 4 miglia. Non è passato? Non è passato l'outer marker? No, no, non ha cambiato. Oh, qui mi dà 7.
Charlie 404, speed reduction as convenient. Form Oscar the DC-9, contact tower 181, good night. 1181, goodbye. Même maintenant, il serait encore possible d'échapper à la catastrophe. Le commandant désigne l'altitude à laquelle la balise extérieure doit être franchie, 1250 pieds à une distance d'environ 4000 de la piste. En demandant timidement « on n'a pas déjà passé la dernière balise », le copilote laisse entendre qu'il y a là un élément qui lui paraît faux, car l'altimètre indique qu'ils sont déjà au-dessous de l'altitude de la balise. Le commandant répond que non, mais à présent, il a lui aussi un premier doute à cause de l'indication de distance de 7000. Ces doutes sont interrompus par la voix du contrôleur qui ordonne de passer sur la fréquence de la tour de contrôle. Il se peut que cette intervention ait dissipé les doutes naissants et redonné un sentiment de sécurité, mais hélas de fausse sécurité. Che non mi torna. No, neanche a me. Tira su, tira su, tira su, tira su. Go around. No, 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 no. Fatti di il glide. Ce la fai a reggerlo? Sì. Aspetta, proviamo a Les 25 dernières secondes sont marquées par un climat d'insécurité grandissante. Pour les pilotes, la rotation des tambours du télémètre a probablement été inexplicable. Au moment où l'altimètre indique 300 pieds au-dessus du sol, le commandant ordonne au copilote de remonter. Celui-ci coupe le pilotage automatique, redonne des gaz et s'apprête à reprendre de l'altitude, ce qui aurait pu encore sauver le DC-9 comme il a été prouvé. Le fait que le commandant interrompe la relance des réacteurs ne peut s'expliquer que par une erreur de lecture de l'altimètre. Au lieu de lire 300 pieds, il a lu 1300 pieds. Certains rapports d'accident signalent depuis longtemps les risques d'erreur de lecture sur ces vieux altimètres. Aussi avons-nous incorporé dans notre simulateur un deuxième altimètre plus moderne. Est-ce que c'est un avion dangereux? Non, ce n'est pas un avion dangereux si l'on s'en tient strictement aux procédures prescrites. Est-ce un avion plus difficile à piloter que d'autres? Non, ce n'est pas un avion plus difficile à piloter, mais les systèmes de vol et les procédures qui sont utilisées chez Alitalia exigent une discipline très stricte. Dans le cas présent, elle n'a pas été assez strictement observée. Effectivement. Sinon, il n'y aurait pas eu d'accident. Il y a donc eu une série de défaillances humaines et techniques. C'est un enchaînement de facteurs. Il y a d'abord eu un problème technique, et ensuite l'équipage n'a pas été assez opérationnel pour sauver la situation. D'une certaine manière, on peut dire que la catastrophe a commencé avec la fabrication de l'instrument de navigation qui était connu pour présenter des défaillances. Le constructeur d'avions et Alitalia étaient au courant, mais l'équipage, lui, n'en savait rien. Or, ce n'est pas le manque de collaboration chez les pilotes, ni leur comportement fautif qui risquait de le leur faire découvrir. L'interprétation douteuse due à la commutation des instruments de navigation, ainsi qu'un altimètre mal conçu, connu d'ailleurs sous le nom de killing altimètre, ont favorisé le comportement erroné du pilote. Enfin, l'aiguilleur n'a pas détecté l'erreur d'altitude du DC-9 sur son écran radar.